Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la fiche bilan numéro 2 des chapitres 1, 2, 3 et 4 de 6e afin que vous puissiez préparer au mieux votre prochaine évaluation. Donc pour exploiter au mieux cette vidéo, vous avez besoin d'avoir devant vous la fiche bilan numéro 2 qui a été distribuée en cours et dont je vous ai mis une copie sur l'ENT. Alors, pour les révisions du chapitre 1, c'est-à-dire le mouvement, on avait dit que le mouvement, c'était l'association d'une trajectoire et d'une vitesse. Donc, nous allons donc traiter maintenant la trajectoire et ensuite la vitesse. Alors, si je regarde la photographie du skieur, la première question, que me permet de visualiser cette image, c'est la trajectoire justement du skieur. Et cette photographie, elle porte un nom. Il faut se rappeler que cette photographie, c'est une chronophotographie. Et donc justement, la chronophotographie, c'est une technique qui permet de visualiser la trajectoire d'une personne ou d'un objet en la prenant en photographie à plusieurs secondes d'intervalle. Donc maintenant que je sais visualiser une trajectoire et que je connais le nom de la photographie qui permet de le faire, la chronophotographie, il me reste à savoir quels sont les différents types de trajectoires qui existent. Eh bien, il faut se souvenir qu'il y a la trajectoire rectiligne, c'est une trajectoire selon une ligne droite, par exemple ici ce sera la voiture. Il y a la trajectoire circulaire, comme son nom l'indique, c'est une trajectoire selon un cercle, par exemple ici la grande roue. Et enfin, le dernier type de trajectoire qu'on appelle trajectoire curviligne, c'est une trajectoire quelconque. Il faut entendre par là que c'est ni une droite ni un cercle, donc par exemple ici la trajectoire du ballon de basket. Donc on a vu que pour définir un mouvement, il fallait connaître la trajectoire et la vitesse. On vient de traiter tout ce qui était trajectoire. On a vu qu'on pouvait la visualiser avec une chronophotographie qui avait trois types de trajectoires, rectiligne, circulaire, curviligne. On va maintenant passer à la vitesse. Et alors la vitesse, pour connaître la vitesse, j'ai besoin du temps et de la distance. On va tout de suite voir pourquoi. Mais avant, vous devez donc être capable de manipuler des distances et des temps. Ça veut dire que vous devez être capable de convertir des distances et de convertir des durées. Donc par exemple 15 cm en millimètres avec le tableau de conversion, ça me fera 150 mm, 460 km, ça fera 4600 km, etc., etc. Ensuite, pour le temps, si je veux passer de heure à minute, je vais multiplier par 60. Puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Si je veux passer de minutes à secondes, je vais aussi multiplier par 60, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Du coup, pour faire le chemin inverse, je vais faire l'opération inverse. Au lieu de multiplier par 60, je vais diviser par 60. Alors, on y va. Je veux convertir 3 minutes en secondes, c'est-à-dire que je veux passer de minutes à secondes. Je regarde mon petit diagramme, mon petit schéma, et pour passer de minutes à secondes, je dois faire x 60. Donc, je vais faire 3 x 60. Je veux convertir 2,5 heures en minutes. Je veux donc passer de heure à minute. D'après mon diagramme, passer de heure à minute, ça revient à multiplier par 60. Je fais donc 2,5 fois 60, etc., etc. Voyons maintenant un exemple concret d'utilisation des formules vitesse, distance, temps. Dans la question 1, j'ai un train qui parcourt 750 km en 3 heures et on me demande de calculer la vitesse en km par heure. Donc déjà, je vais utiliser quelle formule? Je vais utiliser la formule qui va me permettre d'avoir la vitesse, puisque je veux calculer la vitesse. Je l'écris, V égale D sur T. Je l'ai obtenu grâce à mon triangle. Et ensuite, je vais simplement remplacer D et T par leur valeur. Ici, D vaut 750 et T vaut 3. Je fais le calcul et j'obtiens bien la vitesse en km par heure. Je fais une phrase de conclusion. La question 2. On me dit qu'une voiture roule à 110 km par heure pendant 2 heures. Et on me demande de calculer cette fois-ci la distance en mètres. En kilomètres, pardon, c'est une erreur. Donc, je veux la formule pour avoir la distance. Je remplace la vitesse et le temps par ce que ça vaut. Et j'obtiens la distance en kilomètres. Je fais une phrase de conclusion. Et enfin, dans la question 1, j'ai calculé une vitesse. Dans la question 2, j'ai calculé une distance. Donc forcément, dans la question 3, on va me demander de calculer un temps. Donc j'utilise la formule pour calculer le temps. Je remplace D et V par leur valeur. Et j'obtiens que le temps de vol de l'avion, qui parcourt 6500 km à 820 km/h, est de à peu près 8 heures. Je fais une phrase de conclusion. Dernière chose. Vous devez être capable de caractériser un mouvement.
En gros, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire à partir d'un graphique si le mouvement il est accéléré, ralenti ou uniforme. Donc si je regarde le graphique que j'ai là, l'axe vertical c'est V pour vitesse, l'axe horizontal c'est T pour temps. Ça veut dire que la courbe rouge de mon graphique elle décrit la vitesse en fonction du temps. Que se passe-t-il entre T0 et T1? La vitesse elle augmente. Ça veut dire que le mouvement il est accéléré. Que se passe-t-il entre T1 et T2? La courbe rouge, la vitesse elle est constante. Ça veut dire que le mouvement il est uniforme. Et enfin, entre T2 et T3, que se passe-t-il? La vitesse, elle diminue, ça veut dire que le mouvement, il est ralenti. Donc, si je fais un petit bilan des révisions du chapitre 1, le mouvement, c'est une trajectoire plus une vitesse. La trajectoire, elle se visualise avec une chronophotographie. Il y a 3 types de trajectoires, rectiligne, circulaire, curviligne. Et enfin, la vitesse, elle s'obtient avec la distance et le temps. Je fais V égale D sur T, j'ai le triangle, etc., etc. On passe maintenant aux révisions du chapitre 2, la masse volumique. La masse volumique, ça sert à quoi? Eh bien, pour les liquides, ça va servir à savoir quel liquide flotte sur l'autre. En gros, qui flotte sur qui. Et pour les solides, ça sert à savoir en quoi est fait un objet. Donc, dans masse volumique, j'entends masse et volume. Donc, on va regarder masse volumique et masse volumique. La notation de la masse, c'est un M. L'unité du système international, ce sera le kilogramme. Pour écrire un résultat, M égale un certain nombre de kilogrammes. Et pour mesurer une masse, on utilise donc une balance. Le volume, ça se notera V. L'unité internationale du volume, c'est des mètres cubes. Pour noter un résultat, je vais écrire V égale un certain nombre de mètres cubes. Et pour mesurer un volume, je vais utiliser une éprouvette graduée. Enfin, la masse volumique, ça se note ρ. C'est un P un peu courbé, ça se prononce ρ. Je vais donc diviser une masse par un volume. Je vais donc diviser des kilogrammes par des mètres cubes. Ça sera des kilogrammes par mètre cube. Pour noter un résultat, ρ égale un certain nombre de kilogrammes par mètre cube. Là, tout comme pour la vitesse, il n'y a pas d'appareil de mesure pour la masse volumique puisqu'elle s'obtient en divisant une masse et un volume, c'est-à-dire une masse qui est mesurée à l'aide d'une balance, un volume qui est mesuré à l'aide d'une éprouvette graduée. Vous devez donc être capable de manipuler des masses et des volumes. Vous devez donc être capable de convertir des masses, mais également des volumes. Donc prenez le temps de le faire calmement, je vous affiche la correction. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de le faire. La chose importante, c'est que vous voyez qu'on retrouve le même triangle que pour la vitesse, V, D et T, sauf que j'ai simplement changé les lettres et je les ai adaptées à la masse volumique, ρ, M et V. Et bien si je cherche la masse, je vais faire comme pour la vitesse, je cache le M, il reste ρ fois V. Si je cherche le volume, je cache le V, il reste M divisé par ρ. Et si je cherche la masse volumique, je cache le ρ, il reste M divisé par V. Donc, maintenant, on a dit que la masse volumique, pour les liquides, ça servait à savoir qui flotte sur qui, et pour les solides, en quoi il fait un objet. Eh bien, commençons par les solides. L'objectif de cet exercice, qui est un exercice classique, qu'il faut savoir faire, puisque c'est quelque chose qui revient très souvent, et les méthodes restent les mêmes, on va essayer de déterminer en quoi est composée une bague. Donc, je vais commencer par donner la masse de la bague en grammes, elle est écrite sur la balance, 150 grammes. Ensuite, je dois simplement convertir 150 grammes en kilogrammes. J'utilise le tableau de conversion qui est à droite et je donne la masse en kilogrammes. Passons maintenant au volume. Si je regarde les éprouvettes graduées que j'ai dans l'énoncé de l'exercice, au début j'ai 20 ml d'eau. Je rajoute ensuite ma bague dans mon éprouvette graduée, donc forcément le volume d'eau va augmenter. C'est un peu ce qui se passe quand on rentre dans un bain. Quand on rentre dans le bain, le volume d'eau il monte. Ce volume d'eau, il est monté de combien? Je passe de 20 ml à 35 ml, j'ai donc eu une augmentation de 15 ml. Ça veut dire que le volume de la bague en millilitres correspond à cette augmentation, c'est-à-dire 15 ml. Et bien après, vous utilisez le tableau de conversion pour transformer, convertir les millilitres en mètres cubes. Maintenant, on va faire un petit bilan de ces questions pour que ce soit plus simple. Alors, le bilan, c'est 1, dans mon petit tableau en haut à droite, j'écris la formule de la masse volumique grâce au triangle. 2, je recopie la masse en kilogrammes que j'ai trouvé dans la première question. Et ensuite, je donne le volume en mètres cubes que j'ai trouvé dans la deuxième question. Voilà, je fais un petit bilan. Ce petit bilan, il va être important lorsqu'on va me demander dans la question 3b de calculer la masse volumique. Ben pourquoi? Je vais commencer par réécrire la formule de la masse volumique et je vais simplement là changer M par sa valeur et V par sa valeur. Et bien, je les ai écrites dans le petit tableau bilan. Maintenant, vous sortez la calculatrice, vous tapez ce calcul et vous obtenez que la masse volumique vaut 10 kg par mètre cube.
petite phrase de conclusion pour dire que la masse volumique de la bague vaut 10 000 kg par mètre cube. Dernière question, question 4. Antécédent du tableau des masses volumiques données dans l'énoncé du problème détermine si la bague du client elle est faite en or. Vous avez calculé que la masse volumique de la bague elle vaut 10 000 kg par mètre cube. Il se trouve que 10 000 kg par mètre cube, ça correspond d'après ce tableau qui est dans l'énoncé à de l'argent. Donc la bague elle est faite en argent. En effet, en comparant la masse volumique de la bague que vous venez de calculer à celle qui est donnée dans l'énoncé, vous constatez que ça correspond 10 000 kg par mètre cube à de l'argent. Donc là, c'était la masse volumique des solides. Maintenant, on va faire la masse volumique des liquides. Vous allez voir, c'est très simple. En gros, qui flotte sur qui? Si je regarde mon cocktail multicolore par étage, c'est ce qu'on avait fait en travaux pratiques. Le liquide qui est le plus en bas sera le liquide qui aura la masse volumique la plus grande. Et ensuite, le liquide qui sera tout en haut sera le liquide qui aura la masse volumique la plus petite. C'est-à-dire qu'il va falloir superposer les liquides en partant de la masse volumique la plus grande vers la plus petite, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant. Finalement, qui flotte sur qui? Eh bien, le liquide qui possède la masse volumique la plus grande, il sera tout en bas. Le liquide qui possède la masse volumique la plus petite, il sera tout en haut. On passe maintenant en révision du chapitre 3, les mélanges. Alors, je vous rappelle que miscible et non miscible, ça veut dire quoi? Miscible, ça veut dire mélangeable. Du coup, non miscible, ça veut dire non mélangeable. Donc, si je prends de l'eau et du coca, a priori, je vois qu'un seul liquide. Ça veut dire que tout s'est mélangé, mes liquides sont miscibles. J'ai un peu répondu au nombre de phases, puisque le nombre de phases, c'est le nombre de liquides que je vois avec mes yeux. J'en vois qu'une seule de phase. Du coup, si je vois qu'une seule phase, on avait dit que c'était un mélange homogène. Je passe au cyclohexane et l'eau. Là, clairement, je vois le cyclohexane et l'eau séparément. Ça veut dire que mes liquides ne se sont pas mélangés, ils sont non miscibles. J'en vois combien des liquides, c'est-à-dire je vois combien de phases? 2. Donc forcément, c'est pas un mélange homogène, c'est un mélange hétérogène. L'eau et lait, ça se mélange, je vois qu'une phase, j'ai un mélange homogène. Le white spirit et l'huile, ça se mélange, miscible, je vois qu'une seule phase, c'est homogène. Le white spirit et l'eau, par contre, là, je vois mes liquides séparément, ils sont non miscibles, non mélangeables. Je vois donc deux liquides, donc deux phases, et j'ai un mélange hétérogène. Et enfin, les révisions du chapitre 4 sur la Terre dans le système solaire. On a dit en cours que le système solaire, il est constitué d'une étoile, c'est le Soleil, et de 8 planètes. On avait dit 8 planètes puisque Pluton, on la considère maintenant comme une planète naine. Elle a un statut à part, donc on a 8 planètes. Les 4 premières planètes sont des planètes telluriques, c'est-à-dire qu'elles sont rocheuses, elles ont un sol solide, et les 4 dernières planètes du système solaire, elles sont donc gazeuses. Je vous rappelle la petite astuce pour retenir l'ordre des planètes par rapport au Soleil. Mangez vos tartes, mais juste sur une nappe. Vous prenez la première lettre de chaque mot, ça vous donne les planètes dans l'ordre à partir du Soleil. Mangez Mercure, veau Vénus, tarte la Terre, mais Mars, juste Jupiter, sur Saturne, une Uranus, nappe Neptune. On avait enfin conclu le chapitre en disant que les planètes, elles décrivent des orbites, c'est-à-dire des trajectoires circulaires autour de notre étoile, c'est-à-dire le Soleil. Mais il y a d'autres choses qui tournent autour des planètes. Autour de certaines planètes gravitent, c'est-à-dire tournent, ce qu'on appelle des satellites naturels. Par exemple, la Lune, c'est un satellite naturel de la Terre. Et on fait bien attention. Il faut faire la distinction entre satellite naturel et satellite artificiel. Le satellite naturel, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel, par exemple la Lune. Un satellite artificiel, c'est plutôt quelque chose qu'on construit, qu'on met dans une fusée, qu'on envoie autour de la Terre pour avoir un réseau GPS, par exemple, Internet, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de bien réviser la prochaine évaluation. N'hésitez pas à la revoir pour bien comprendre les notions qui seront abordées au cours de cette évaluation. Bonne révision à tous.